Jean-Yves Masson, bonjour, bonjour et bienvenue dans ce local encore un petit peu glacé de Canal Pourpre. Nous sommes en janvier et il fait froid. On a un point commun tous les 25 deux. Janvier. 25 janvier. Voilà. Donc on a un point commun tous les deux, c'est qu'on est nés la même année. Donc ça c'est déjà plutôt pas mal. 1971. Voilà, c'est ça. Donc vous êtes vieux quand même. On est vieux. Vous êtes illustrateur, dessinateur, illustrateur. C'est ce que... Et récemment écrivain. Et récemment écrivain, voilà, on en parlera aussi tout à l'heure. Et puis, vous traînez un peu dans le coin, vous allez peut-être même vous installer dans la région. Vous êtes de toute façon originaire de la région, il me semble. Hein. Oui, traîner, c'est pas tellement le si je puis me permettre. Disons qu'en fait, par rapport à la région, je suis, moi, d'enfance, issu de cette région, ouais. Dans le sens où mes grands-parents habitaient près de Sainte-Foy-la-Grande, en fait. D'accord. À côté, plus précisément, entre Castillon et Sainte-Foy. Entre Castillon et Sainte-Foy-la-Grande. C'est mon lieu, disons, d'origine. Bien, alors si on vous invite aujourd'hui, c'est pour discuter avec vous, voir un petit peu votre parcours en tant qu'illustrateur, et notamment sur quelques thèmes, parce que j'ai vu, vous nous avez envoyé tout ce que vous avez fait, c'est très très protéiforme, il y a plusieurs choses, et puis... Tu n'as pas dit comment on était tombé sur lui ? Oui, alors donc c'est une amie de Canal Pourpre, Dominique, qui nous a envoyé un mail en disant il y a quelqu'un là que vous devriez interviewer, Jean-Yves Masson, il a fait plein de trucs, il a bossé pour Libération, il a fait les croquis au moment du procès Papon, voilà. En fait, je suis arrivé par rapport au procès Papon, je suis arrivé donc pratiquement un mois après, disons, le tout début. D'accord. C'est-à-dire c'était vers décembre. On est en 97, hein, c'est ça? Parce qu'il y a eu un petit arrêt à un moment donné, ouais. Voilà, en 97, et je suis resté jusqu'à vraiment la toute fin, et j'étais au tribunal, donc pendant toute cette période-là, en fait. Alors, entamons directement sur le procès Papon, puisqu'on vient d'en parler. Souvent, donc, les différents journaux qui couvraient le procès, on avait les comptes rendus d'audience, et puis des dessins, hein. Il y avait une dessinatrice qui était notamment au Monde. Et alors, vous... Madame Ehrenschmidt qui était au Monde, voilà. En fait, qui travaillait pour Le Monde. Il y avait Riss, oui. De Charlie Hebdo, d'ailleurs. Il y avait une autre dame qui travaillait pour l'Humanité. Après, il n'y avait pas grand-chose, et moi, j'ai pu passer un petit peu pour Libération. Je ne dis pas que j'ai fait dans le monde de travaux pour eux, mais ils m'ont publié quand même. D'accord. Alors, comment vous étiez étudiant à ce moment-là? J'étais donc à l'université de Bordeaux 3. D'accord. En tant que... là, j'étais en maîtrise d'art plastique. D'accord. Et quand j'ai vu comme cet événement arriver, ouais. Je me suis dit, là, c'est le moment de faire quelque chose. À Bordeaux, en plus, c'était tout à fait idéal. C'est un test ou c'est... Non, c'est normal. Donc c'est vous qui êtes... c'est vous qui avez... Vous vouliez travailler, faire des choses... La genèse, pourquoi, si je peux revenir un petit peu en arrière, c'est qu'en fait, j'ai toujours été assez interpellé par... le problème concentrationnaire, la Seconde Guerre mondiale, pourquoi, comment, enfin bon, je voulais comprendre un peu cette période, ce qui fait qu'en 1995, au Centre National Jean Moulin de Bordeaux, j'ai fait une exposition de peinture et sculpture, qui m'avait pris 3 ans de travail, et j'étais étudiant à cette époque-là, donc à cheval entre mon doc d'histoire et après je suis passé en art plastique, et j'ai voulu faire une grande exposition donc sur la déportation. Ce qui fait que déjà j'étais sensibilisé par ce thème pour une raison. Mon grand-père était résistant, il y avait des choses, bon, c'est peut-être quelque chose de familial qui m'a... C'était Castillon, Bordeaux, je sais plus. Alors mon grand-père, oui, en 1944, avec son équipe, donc c'était le réseau Jean-Loup, ça s'appelait, on peut le trouver sur Internet, et ils ont libéré Castillon, et mon grand-père était capitaine à cette époque-là. Et c'était quel mouvement de résistance? Parce qu'il y avait quand même une grande diversité dans la... Comment on pourrait qualifier ces mouvements? Les FFI. Les FFI, d'accord. Donc autrement dire les gaullistes, très clairement. FTP étant les communistes. D'accord. Voilà. Il était capitaine parce qu'il était militaire de carrière ou... Pas du tout. C'est un capitaine, c'est-à-dire qu'il avait fait la guerre de 14-18 déjà. Et
une fois, disons, les événements de la guerre arrivant, il avait comme quelques acquis, je crois qu'il était officier, et il a réintégré, disons, les rangs de résistance avec ce grade-là, et c'est lui qui très simplement, s'occupait de tout le réseau Jean-Loup, et voilà. Et en 1944, donc, ils ont libéré la ville de Castillon. Donc il y avait cette trame familiale. Voilà, au niveau familial, on entendait, parce que moi il est mort quand j'avais 3-4 ans, je l'ai à peine connu, j'ai quelques souvenirs, mais il y avait cette ombre portée du grand-père résistant. Oui, pardon, excusez-moi. Donc en arrivant dans la salle d'audience, les illustrateurs ou dessinateurs, vous étiez tous ensemble Alors voilà, donc juste pour arriver, disons, au moment avant que j'intègre la salle d'audience, c'était en 97. Donc j'avais fait mon expo sur les camps au centre Jean Moulin, qui avait duré à peu près en exposition pendant, on va dire, 4-5 mois. Après, on l'avait retiré pour remettre l'expo permanente. Et donc une amie qui tenait ce qu'on appelle le boulevard des potes à l'époque, c'était un café associatif, etc. Elle me dit, tiens, expose un petit peu tes œuvres, c'est l'année, ils vont commencer le procès Papon. Et là, j'ai rencontré Michel Slitinsky, partie civile. J'ai rencontré Madame Benzazon, j'ai rencontré beaucoup de protagonistes du procès lors de cette exposition qu'on avait fait pour signaler que voilà, il y avait le procès, ça faisait quelque chose, disons, dans Bordeaux, d'un petit peu... Et ensuite, donc, par discussion, ils m'ont dit, bon, viens, va au procès, regarde ce qui se passe. Et moi, évidemment, en réflexe dessinateur, même étudiant à l'époque, j'ai commencé à faire des croquis. D'accord. Voilà. Et on me prêtait une carte pour que je rentre. D'accord. Au début, je n'étais pas du tout, disons, mais c'était dans pas une commande, enfin... Pas du tout. D'accord. Et moi, par curiosité, je me suis dit, comment vais-je faire pour pouvoir, disons, être permanent lors de ce procès. Alors on pourra peut-être intégrer quelques dessins du procès que vous nous avez envoyés. Comment est-ce qu'il y a des personnages qui étaient plus difficiles que d'autres, de dessiner, enfin parce que entre les témoignages et des différentes parties du procès, comment s'est fait le choix de ceux que vous avez décidé de dessiner? Est-ce que vous avez dessiné tout le monde? Comment ça s'est passé? Alors au début, la première chose qu'on fait, parce que ça c'était le tout début avant que j'ai donc ma carte de presse et que je puisse intervenir, il faut savoir que je l'ai eu en janvier, donc ça a été assez rapide. C'était comme assez rapide. Une fois que ça a été fait, bon, d'abord on regarde un petit peu où on est, c'est-à-dire qu'on dessine l'architecture, on dessine les parties civiles, on dessine évidemment Papon, parce que c'est quand même... Son micro, oui. Oui, excusez-moi. Donc on dessine donc le présumé et on commence à cibler effectivement à chaque témoignage. Et là, il faut, disons, capter l'expression, capter les moments forts en fait. Donc au début, il y a beaucoup de croquis. Oui. Et puis dans ces croquis-là, il y a des choses sur lesquelles on accentue beaucoup plus son trait en fait. Voilà. Je peux insister sur cette question. J'ai dit que j'allais jouer le rôle de vieux con. C'est quoi dessiner? Je veux dire, on essaye de dessiner la réalité, on essaye de dessiner ce qu'on voit de la réalité. Qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est deux questions à la fois. Alors je dirais oui, on essaye de saisir ce qui est le plus intéressant pour le lecteur déjà. Bon, à travers sa sensibilité, son style, on fait des choses qui sont... de l'ordre de... Voilà, on ne réfléchit pas, c'est assez instinctif en fait. On se dit là, c'est le moment de dessiner, là il se passe quelque chose, ou peut-être, parce que souvent, comme vous avez pu lire pendant le procès Papon, des fois c'était très très animé, parce que Maurice Papon était quelqu'un quand même de très très agressif, on va dire, par rapport... Enfin, lui devait sentir ça comme une agression, en tant que ministre, en tant que... Oui, on le comprend. Il avait une... En tant qu'ancien préfet... Et ça durait depuis 20 ans déjà. Oui. Ce qui fait que c'était quand même très très tonique dans la salle, souvent quand même. Il y avait des temps forts très très réguliers au niveau du procès Papon. Ce qui fait que là, on sentait qu'il y avait un moment où on laissait un croquis de côté, on reprenait une feuille et on recommençait. Et après, chez soi, on reprend un peu... Vous étiez plusieurs dessinateurs de presse? Oui, il y avait donc Madame Ehrenschmidt du Monde. Ah oui. Il y avait... Riss, entre autres. Et il y avait donc la dame dont j'oublie le nom, mais qui travaillait donc à l'époque pour l'humanité. Ouais. Est-ce que vous avez senti, je sais pas, une évolution dans la façon de dessiner, dans vos traits, pendant tout le procès Papon?
Oui, parce que le problème que moi j'avais et que j'ai un peu toujours, trop tendance à fignoler. Il fallait, disons, capter en un seul trait, souvent des choses très très rapides. Ça a été un très très bon entraînement pour dépouiller son trait du superflu, c'est-à-dire capter l'essence de l'expression. Pour simplifier sans simplisme, oui, c'est compliqué. Tout à fait, c'est ça. Oui, ce serait une bonne définition. Et donc, quand on regarde ces portraits maintenant, ou quelqu'un qui regarde un peu... plus de 10 ans après, 97, 2007, non, plus de 15 ans après, bientôt 20 ans d'ailleurs, hein. Est-ce que c'est très difficile d'en tirer quelque chose, c'est-à-dire quand on voit ces portraits, de voir ce que vous avez voulu faire passer, vous, parce qu'on voit la tête de ce vieux bonhomme, enfin j'ai vu la tête de Maurice Papon, et voilà, c'est difficile de savoir en fait quel sentiment, enfin ce que vous avez voulu faire passer en croquant ce personnage qui était dans une certaine impunité jusqu'à le moment de son procès, quoi. Disons que par rapport à Maurice Papon, ce qu'on peut dire, et là il y a eu beaucoup de débats autour de ça, c'était très animé parce qu'il y avait une partie on du procès, c'est-à-dire que le procès en lui-même, et la partie off qui se passait dans les bars à côté avec les avocats, avec Maître Zawi, il y avait Madame Dagopers, il y avait beaucoup de gens qui discutaient entre eux, entre journalistes aussi, et beaucoup de journalistes présents en radio, en télévision aussi, parce qu'il y a toute la partie qui était devant. Il faut savoir que les télés ne sont pas autorisés à rentrer dans le prétoire, on ne peut pas rentrer dedans. Ils étaient à l'extérieur, ils attendaient beaucoup. D'où les dessinateurs aussi. Voilà, d'où nous, on avait, disons, cette chance de pouvoir être dedans. Mais oui, il y avait deux mondes en fait. Et puis il y avait beaucoup, effectivement, rappelez-vous qu'il y avait eu le problème entre M. Klarsfeld qui voulait une peine plus réduite et d'autres qui voulaient la peine maximum en fait. Pourquoi il a fait ça, M. Klarsfeld? C'est parce qu'il pensait que c'était un rouage et non pas quelqu'un, c'est pas Eichmann, c'est pas... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui était un froid fonctionnaire, qui peut-être à l'époque ne se rendait pas compte, je ne défends pas Papon loin de là, mais qui peut-être ne mesurait pas, je dirais, réellement la portée de ses actes en signant quelque chose qui envoyait des gens à la mort. Et le résultat, malheureusement, est là. Ça a envoyé quand même plus de 1000 personnes à la mort. En tant qu'assistant et en tant qu'assistant à ce procès, avec le recul, cette sentence relativement modérée vous a paru correcte? Je ne suis pas juriste et je n'ai pas jugé. Après avoir assisté au procès, pesé tout ça... Ce que j'aurais aimé, effectivement, et là Madame Benzazon à l'époque avait raison sur quelque chose par rapport à lui, s'il avait eu au fond de son cœur, je dirais presque une certaine forme de repentance, alors qu'il n'a manifesté que de l'arrogance, il aurait pu paraître plus humain. C'est-à-dire, oui, j'ai fait ça, je ne me rendais pas compte à l'époque, ou peut-être que je n'ai pas mesuré, j'étais un jeune... fonctionnaire zélé ou commis de l'État en puissance, d'ailleurs ce qui est devenu de manière. Mais il faut savoir une chose, en tant que préfet de police en 61, on peut y revenir à cette époque-là, c'était quelqu'un qui n'y a pas été de main morte. Il n'hésitait pas à ordonner les services de police à faire des choses relativement là. Pendant la guerre d'Algérie. On pourrait dire que là, c'était vraiment d'une violence extrême. Comme en 44, enfin comme c'est ce qu'il a fait pendant la... Alors il a été condamné à 10 ans pour complicité de crimes contre l'humanité. Complicité de crimes contre l'humanité. Et à l'époque, bon, c'est vrai que certaines parties civiles ou certaines personnes trouvaient que 10 ans c'était pas suffisant, mais finalement c'était quand même... Il est mort avant. Alors pourquoi c'était quand même une victoire dans le sens où il était condamné. Il y avait quand même cette condamnation qui réparait, alors, entre guillemets. Pourquoi 10 ans? Et ça c'est le point de vue de M. Klarsfeld. Pourquoi 10 ans? Parce que c'était complicité de crimes contre l'humanité, ce qui fait qu'il n'était pas, il n'y a pas le côté, disons, tortionnaire direct, il y a, oui, crime de bureau, d'accord, mais bon, je pense que M. Bousquet aurait été accusé, ça aurait été beaucoup plus impactant. Alors, on va revenir un peu à vos travaux. Après, toujours dans l'histoire, après vos travaux pendant le procès Papon, vous avez ensuite écrit, fait les textes, je ne sais pas, en tout cas dessiné des ouvrages concernant la déportation. À ce moment-là, donc, ça fait longtemps que me germait l'idée, après l'exposition, de faire un livre de témoignages sur donc, cette période-là. On arrivait assez vite, quand même, malgré tout, à 2005. Oui.
qui était le 60e anniversaire de la libération des camps. Et avec une amie journaliste, on avait envie de faire quelque chose autour de ça. Que j'ai rencontré, donc elle s'appelle Muriel Alouche, que j'avais donc rencontré au procès Papon. D'accord. Qui, elle, était pigiste, je ne sais plus pour qui elle travaillait, elle était pigiste. Et à ce moment-là, on s'est dit, on va faire quelque chose donc pour 2005. Et ce qui s'est fait, c'est cet ouvrage qui a été publié chez Michel Lafon, Ce qui reste de nous. Ce qui reste de nous. Les déportés et leurs enfants témoignent. Ce qu'on voulait, nous, comme angle, c'était les déportés qui avaient été concernés par cette période-là, leurs enfants, l'onde de choc, leurs enfants et leurs petits-enfants. Est-ce que vous avez été, j'imagine que oui, parce que j'ai vu un peu, quelques extraits, hein, j'ai pas lu l'ouvrage en entier. J'imagine que vous avez été à Auschwitz, Birkenau pour dessiner. Est-ce que vous connaissez les dessins de David Holler, qui était déporté et qui était d'ailleurs un publiciste. Oui. Et est-ce que, je sais pas si on peut dire, c'est peut-être un gros mot, mais est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que vous pensez que ces dessins-là ont pu participer à ce que vous-même vous avez créé? Je dirais qu'à la genèse, celui qui m'a le plus inspiré, mais là j'étais encore au lycée, c'est Art Spiegelman. Ah, d'accord. Dans la manière, pourtant un trait radicalement différent de ce que vous faites. Tout à fait, mais à travers Moss, j'ai extrêmement aimé son approche sensible et d'ailleurs familiale. Alors, pourquoi, voilà, c'est peut-être dû influencer plus l'onde de choc. Je pense à lui qui m'a donné envie, par son traitement effectivement familial, hein. On part de Rego Park, son aventure à lui, son père Vladek et toute son histoire. Là, c'est très très riche. Et je pense que ça a dû m'influencer plus que des travaux que j'ai pu voir. Il n'y a pas énormément de gens qui ont fait des choses. Il y a des kidam, il y a eu beaucoup de gens qui n'étaient pas graphistes, qui ont fait des dessins sur cette période-là. Mais disons, ce qu'on cherche à faire, et c'est impossible, on ne peut pas se mettre à la place des gens qui ont vécu ce genre d'expérience, je dirais presque, c'est invisualisable. Même en étant Auschwitz. On ne peut pas visualiser. Et est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu dessiner? Oui. Quoi, par exemple? Tout ce qui a trait aux pires horreurs possibles, je ne peux pas, j'ai même pas envie d'en parler. On pourrait dire un exemple qui fait très très mal par rapport aux enfants, mais je ne veux même pas développer. D'accord. Disons que les déportés m'ont raconté de telles choses. Je pourrais faire un livre noir sur ce qu'ils m'ont raconté. D'accord. Mais je ne veux pas le faire, parce que c'est leur secret. Ouais. Et je pense que l'humain est capable de tout, du meilleur. Et ce pire-là, je ne vois pas l'intérêt de montrer ça à des gens. D'accord. Je pense qu'on s'imagine... Déjà, on ne s'imagine pas ce que c'est cette peur constante, l'état de vivre dans un camp. Et je ne vois pas l'intérêt D'accord. D'où la distanciation de Spiegelman avec son trait les très animaux épuré, et puis mais on sent quand même ce qui se passe autour. Juste pour poursuivre du passage comme ça dans votre œuvre maintenant, le mot d'engagement vous dit quelque chose? En voyant les trucs que vous nous avez envoyés, j'ai vu que j'ai pas vu beaucoup de dessins engagés, mais quand même quelques-uns. Vous vous moquez apparemment d'un président français récent qui précédait celui qu'on a actuellement. C'est pas des caricatures, vous avez un dessin extrêmement réaliste. Et, vous parlez de Big Brother is watching you. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, l'engagement, ça vous dit quoi? Comment vous voyez ça? L'engagement, c'est on défend des idées toujours forcément on a une formation, de toute façon, au début, quand on est quand même dans l'art et quand on est, sans vouloir faire une généralité, mais on a tous envie de faire quelque chose. Maintenant, Sarkozy, oui, épiphénomène. Je dirais qu'à l'époque, on craignait, disons, à travers sa nervosité ou son comportement qu'il avait, et en tant que ministre de l'Intérieur, c'était quelqu'un, disons, qui mettait plus le feu, qui apaisait les esprits. Je pense que quand on atteint des postes comme ça, quand on est à la fois pompier et incendiaire, il y a un petit problème. Et on se demandait ce que ça allait faire, disons, en tant que président. Ça, c'était juste une... Mais le pauvre, il regrette maintenant. Il écrit dans son casse-toi, sale con. Oui, une vulgarité, il y avait un côté... mais il était bon public, en même temps, il a fasciné des gens. Oui. Il a eu
Mitterrand appelait ça « c'est pauvre ». Hein, les gens qui écrivaient sur lui, bon, il a entretenu beaucoup « c'est pauvre ». Moi, je n'aurais jamais voulu faire un livre sur Sarkozy. Cela dit, il doit être très intéressant, hors politique, à rencontrer en tant que personne, parce qu'il est, je pense, assez finot, et pour arriver où il est arrivé, c'est toujours fascinant. Le film La Conquête le montre bien avec Colaides. Pour moi, il n'est pas sympathique, mais il y a un côté toujours des hommes de pouvoir, il y a toujours un côté fascinant. Maintenant, lui, oui, effectivement, moi, en tant que personne engagée sur mes idées, c'était pas l'ennemi, mais quelque chose que je n'aimais pas. Disons qu'il restait dans le camp démocrate, ça me va. Mais comme dans toute chose, bon, voilà. En tant que dessinateur, à part Spiegelman, vous avez d'autres admirations comme ça? Beaucoup. Beaucoup trop, bien sûr. Bon, on peut repartir dans les années 30, Georges Grotz, on peut repartir vraiment dans l'histoire antifasciste, on va dire, des années 30, effectivement. Des écrivains, des gens engagés, bien sûr, qui sont battus. Mais parlons des vivants et des... Riss, entre autres. Riss m'a toujours... j'ai aimé ça, toujours aimé, et j'aime toujours son trait, son œil, oui, bien sûr. Vous êtes un fan de Charlie? Fan, non. Non. Je préférais Charlie d'avant. Ah oui. Là, on va parler de Choron, de Cavana. Dans le vrai esprit Charlie, bon, qui était plus... Coluche, la déconne, une sorte de dérangement qui est salvateur dans le rire, je dirais. Je pense que maintenant, Charlie est devenu plus sérieux, d'autant vu l'époque. Ils l'ont payé un peu trop cher, je pense. Alors moi, j'ai fait un petit glissement parce que... Les gens, ils sont devenus laids et cons. C'est dommage, quoi. C'est ton jugement. Mais bon. Je refais un glissement. Je vais partir de Gross. Georges Gross, donc, qui était peintre aussi, hein, qui a bien démonté la société, le fascisme, enfin le nazisme rampant, pardon, qui d'ailleurs a été classé parmi les artistes dégénérés par le régime nazi. Les peintures de Gross dénonçaient cette société un peu bourgeoise, réactionnaire. Donc il y avait cette fonction de l'art qui cherchait à dénoncer certains traits de la société. Et puis je reviens à vos dessins que vous avez faits sur la déportation. Certains artistes, pour citer Lanzmann, qui avec son œuvre Shoah pense que ce qui s'est passé, c'est indicible, indescriptible. Tout à fait. Et la question que je me pose, c'est alors, ça veut dire qu'en fait vos dessins ne servent à rien. Enfin, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent on ne peut pas représenter ce qui s'est passé et c'est tellement indicible qu'en fait les traits, enfin l'œuvre que vous avez pu faire ne peut rien montrer. Alors justement, je me suis posé la question et ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut quand même que les gens aient des points d'accroche visuels. C'est-à-dire que j'ai discuté avec beaucoup de déportés, je leur montrais ce que moi je faisais, ils me guidaient, c'est-à-dire pour être plus proche. Je dis de manière juste graphique. D'accord. Là, oui, c'est juste à peu près. Non, là, c'était pas comme ça. Là, il n'y avait pas ça. Et de toute façon, on ne peut pas décrire leur état intérieur parce qu'en fait, souvent, ils me disaient, mais on voyait que nos chaussures, on voyait à peine, on baissait la tête. D'accord. On ne peut pas, même nous, on se rendait même... C'était un choc perpétuel. De seconde en seconde, il n'était pas enfin, il était conscient de ce qu'il vivait, bien sûr, mais il n'était pas dans la visualisation, sauf par moments, pour les courtes pauses qu'il pouvait avoir, ou au retour au bloc, mais quand même, dans les 80% d'une journée d'un déporté, c'était vraiment baisser la tête et courir, et c'était un stress perpétuel, très difficile à figurer. On le sent un peu dans la liste de Schindler, par exemple, où le cinéma permet mieux. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais le stress, ce stress-là. D'accord, non, c'est par rapport au texte, souvent la puissance du texte. Pour le dire un peu rapidement et peut-être de façon caricaturale, qu'est-ce que le dessin peut apporter à la compréhension de l'univers concentrationnaire? C'est-à-dire que pour le lecteur, il va visualiser une zone, mettons un personnage, parce que j'ai fait beaucoup de portraits. Par exemple, quand j'ai fait Boris Cyrulnik qui a témoigné aussi, oui. J'ai fait plusieurs personnes comme ça. D'abord, on voit la personne, c'est bien de le voir, ou pas, je sais pas. Moi, c'était un choix. J'avais envie de montrer et au monde certaines choses. L'usine de Dora, par exemple, j'avais un ami déporté qui s'appelait Yves Béon, qui a été déporté à Dora, qui m'a expliqué comment fonctionnaient les machines sur les V2.
Dora était un tunnel, en fait, dans le Harz, où il y avait des gens qui travaillaient, des déportés, donc, pour Albert Speer, entre autres. Le grand Albert Speer, et qui... le gentil Albert Speer, le repenti. Ouais. Donc, il travaillait là-dedans, dans cet enfer total. Il tuait les gens par le travail. Et le trait, le dessin permet de mieux saisir, enfin de saisir... Disons qu'on visualise l'environnement, en fait. D'accord. Pas réellement... si on peut pas. Je sais pas, après. Moi, je sais que je me suis arrêté à quelque chose d'assez figuratif, en fait, pour que les gens sentent un peu comme le poids de l'ambiance. Je pense à une BD notamment dont j'ai oublié le nom, mais qui montre, il y a une pleine page, c'est un dessinateur, j'ai oublié le nom malheureusement, qui montre l'ouverture d'une chambre à gaz, et ce dessin m'a absolument pas plu. Corso, ça s'appelle Auschwitz de Corso. Voilà, c'est ça. Et je trouvais que je n'ai pas du tout accroché, adhéré. Pour moi, ça ne montrait rien. Ce dessin qui montrait des corps décharnés, des corps déformés, etc. Et donc voilà, c'est l'une des questions que je me posais. Par rapport à ce que on pourrait peut-être quitter ce charmant sujet quand même, on va pas... Oui, non, mais je termine juste là-dessus. Oui, alors voilà. Justement, Corso, alors je peux vous dire que quelqu'un qui a vécu la chambre à gaz, Joe Hasblatt, qui a écrit d'ailleurs un livre là-dessus, moi Joe Hasblatt, 15 ans, nanana, je ne sais plus exactement le titre, lui a été dans la chambre à gaz, Mengele est arrivé, et là, il a, on va dire, vulgairement gueulé le lieutenant Souzoff qui a fait rentrer les gens. Il a ouvert la chambre. Les 20 ou 25 premiers, vous sortez. Docteur Mengele, pour rappeler, qui a fait les expériences. Expérience, donc à Auschwitz, sur tout ce qui est possible de faire au niveau des nains, des jumeaux et tout ça. Expérience sur la génétique. Et donc, par rapport à cette BD... Donc, lui, il est sorti de ça, pour Joe Hasblatt. Ça l'a pas choqué, donc que Corso montre ça. Il avait, je me rappelle, sur son bureau, il avait l'album. Il m'en a pas parlé comme quelque chose. S'il avait acheté, c'est que lui-même, en tant que déporté, maintenant, on ne peut pas se rendre compte. Et ça, c'est, comme Lanzmann disait, la caméra. Enfin, on peut pas. Il y avait un œilleton. C'est fini. Derrière ça, c'est autre chose. C'est notre monde. D'accord. Donc on va donc quitter l'univers concentrationnaire pour un autre univers concentrationnaire différent, la prison. Vous avez travaillé à la prison de Gradignan, c'est ça, des ateliers pas d'écriture, mais des ateliers graphiques avec des prisonniers. Tout à fait. Alors comment vous pouvez nous en parler un petit peu, comment ça s'est passé, est-ce que vous en avez tiré? Ça c'était parce que j'étais sur un schéma où j'aurais dû devenir enseignant et puis finalement je suis rentré dans l'édition. Mais j'ai toujours ce côté, aider à travers l'art. Je pense que ça peut être une thérapie pour des personnes. Savoir que quand on va en prison, il y a comme X raisons, on va pas faire tout un inventaire, mais je me disais, moi, bêtement, peut-être qu'à travers un autre médium, ça pouvait les aider, je dirais pas s'évader de leur lieu, mais disons à sortir un petit peu de quelque chose où ils tournaient en boucle, les ouvrir vers autre chose, de différent qu'ils ne connaissaient pas. Alors évidemment, vous imaginez bien que sur les 20 personnes qu'on va recevoir au début dans la classe, il va en rester que 10. Parce qu'il y en a, ils ne sont pas là-dedans. Oui, c'est déjà pas mal. Ils sont partis parce qu'ils ne voulaient pas dessiner, ça les intéressait. Parce qu'ils n'y arrivaient pas, ou non? Il y a tout ça, et essayer de les ouvrir vers autre chose qui s'exprime. Pourquoi ils font ça? La thérapie par l'art, je ne sais pas si ça fonctionne bien d'ailleurs, mais essayer qu'ils se racontent. Disposer d'outils. Qu'ils prennent, disons, un recul par eux-mêmes, peut-être. Ça a été... C'était crayon de papier ou c'était... De tout. Peinture, il y avait pas mal d'outils quand même. Ah oui, moi j'avais commandé l'initiation, c'est-à-dire qu'ils essaient de prendre plaisir, et à travers ça, déjà, peut-être qu'ils passent un moment pour... effectivement se sortir de l'univers carcéral, mais en plus qu'ils puissent aussi arriver à exprimer peut-être ce qu'ils vivaient à travers ça. D'accord. Ce qui n'est pas immédiatement facile, c'est sûr. Et donc là concrètement dans les ateliers, pour des personnes qui étaient aussi en dessin ou en illustration, en collage, enfin je sais pas ce que vous faisiez, comment vous les peintures, tout. D'accord. Et c'était sur des thèmes très ils faisaient ce qu'ils voulaient, ou c'est vous les guidiez? C'est-à-dire qu'en fait à la base c'était qu'ils se racontent. Je voulais qu'ils se racontent. Qu'ils se racontent, qu'ils arrivent à
à raconter leur expérience, qu'ils prennent un peu de recul aussi par rapport à eux-mêmes dans cette expérience qui est comme la prison, qui n'est pas agréable pour eux non plus. Bon, maintenant, depuis 1789, on nous montre que la pire des peines, c'est de nous enlever la liberté. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils apprennent aussi là-dedans? D'accord. Ok. Et donc ça, vous avez fait ça pendant combien de temps Je l'ai fait sur une saison, on va dire. D'accord. En gros, sur une année. D'accord. Tu veux ajouter quelque chose sur cet épisode prison? Non. Christine, peut-être, non. Mais il y en a que ça a vraiment donné lieu à des vocations. Au moins 3. Ah, d'accord. C'est vraiment mal. C'est pas mal. Oui, ça vaut la peine. Oui, même si c'est 3 sur 25. Bien sûr, ça vaut la peine. Et dites-moi alors, aujourd'hui, donc, de manière générale, alors vous avez dit Grosz, Spiegelman, mais l'idéal du dessin, en parlant plus de noms et de dessinateurs ou de grands artistes comme ces deux-là, mais qu'est-ce que vous cherchez dans le dessin? On peut vous demander ça, un peu d'introspection comme ça, parce que vous dites graphiste plutôt que dessinateur ou... Dessinateur, je sais pas, ou artisan peut-être. Artisan, bien sûr, oui. Mais vous savez, le dessin, on dit, ben voilà, c'est du trait. On apprend sans arrêt, on change d'époque, de style. Moi, je sais que j'ai plusieurs styles différents. Beaucoup de styles différents, je dirais. Un style presse, un style bande dessinée. J'aime bien, disons, bon, on reconnaît toujours une patte, mais... Et cette pluralité, c'est parce que vous cherchez vous-même ou bien parce que vous y tenez? Parce que je pense que là, je vais arriver vers ce que je veux faire réellement. C'est un vrai roman graphique. Avec plusieurs styles différents. Ah, d'accord. Plusieurs styles différents pour arriver entre ce qu'on visualise, ce qu'on aimerait faire passer par la main, le trait, il y a un monde. Ouais, bien sûr. Ce monde-là, on le cherche toujours. Et comme Renoir, on finit normalement, quand on est passionné, on finira les pinceaux à la main sans être jamais satisfait réellement. C'est l'insatisfaction de... Ça, j'aurais voulu le faire comme ça. Je le rate, j'approche, mais c'est pas encore ça. Et vous avez un sujet déjà ou un objet pour ce roman graphique rêvé pour l'instant? Pour l'instant, il est en train de se faire et c'est, on dit rien. Voilà, pour l'instant. Il ne faut pas en parler. Voilà, il est en train de se faire, mais c'est autre chose. Mais ça mixe toujours comme là, pour le coup, c'est du vécu. Il faut savoir de quoi on parle. Il y a des choses vécues que j'ai envie d'exprimer aussi. Peut-être que ça passera. Aussi, je reparlerai des camps autrement, peut-être avec une autre approche, un autre trait, avec un recul, justement. Même, on parlait du recul par rapport au procès. Vous savez, par rapport au procès, les gens, quand ça s'est arrêté net, ils étaient perdus, beaucoup. Beaucoup de parties civiles, beaucoup de journalistes, ils tournaient un peu en rond tour pendant quelques temps. Il y avait un côté cocon famille, c'était un rond, quelque chose. Mais oui, on peut y revenir à tout ça. Toujours, on évolue, on n'est pas la même personne d'une journée l'autre. Donc, vous êtes intéressé ou bien vous avez touché à ce qu'on appelle le dessin de presse, c'est-à-dire la commande régulière d'un petit truc qui doit être vachement sur l'actualité, enfin, et puis comme ça, aussi simple que possible, comme on disait tout à l'heure. Non, parce que comme je vous dis, j'ai un problème, c'est que en tant qu'artisan, je fignole trop. C'est-à-dire que j'ai pas la rapidité. Je veux faire comme le bel objet, on va dire. Je peux faire un petit trait comme ça, mais je n'en suis pas satisfait. D'accord, ça vous plaît pas de... Non, c'est moi, je ne me trouve pas à niveau par rapport à des gens comme Charb, par rapport à des gens comme Reiser. Là, on va parler de Reiser, on va parler de Wolanski, le pauvre. J'ai pas, disons, ce don d'immédiateté tout de suite comme ça. Trait qui... Je peux le faire, mais moi, disons, le résultat me plaît pas. Ça peut être marrant sur un dîner de table, mais en tant que presse... D'ailleurs, c'est très rare, hein, vous avez raison, parce que c'est très rare moi, je suis plus lent. Je pourrais vous faire sur un dessin de presse une actualité de la semaine ou sur 3 jours, je fais un beau dessin, un truc, clac. Sur un événement en septembre, n'importe quoi, on pourrait... J'en ai fait un sur en septembre aussi. Qui montrait quoi? Je me suis inspiré d'ailleurs d'un tableau de Georges Grotz. Je l'ai en visuel, je pourrais vous l'envoyer. Ah ben ça serait bien comme ça, on va pouvoir avec ces villes déglinguées là. Voilà, c'est ça, mais vraiment, c'est le... Sauf que moi j'ai placé un 547 et après j'ai placé beaucoup de choses. D'accord. Mais j'ai retravaillé, j'aime bien ce côté, je dirais, où j'ai rien inventé, comme Spiegelman ou d'autres. Lui, il était très influencé par... des vieilles bandes dessinées, Little Nemo, toutes ces vieilles choses, Crazy Cat, Derryman, qu'il adorait. Des petits clins d'œil toujours à des référents, nos maîtres en fait, on aime bien placer nos maîtres. D'accord. Voilà, on aime bien. On peut peut-être parler aussi de... Alors, est-ce qu'on peut parler de travail
alimentaire pour ce que vous faites pour Sud-Ouest, parce que là on sort des camps, etc. C'est l'ouvrage qui est sous ta tasse qu'a fait Gilles. Donc c'est une collection qui s'appelle Voyageuse. C'est une collection Voyageuse, c'est ça ou... C'était une gamme qu'on avait lancée. Voilà. Et donc là c'est plutôt destiné à la littérature jeunesse, non ? Oui, tout à fait. C'est ça. Donc là, il y a Voyageux en pays Qatar, il y a d'autres éléments. À Bordeaux, on a commencé par Bordeaux. D'accord. On a fait Lyon, on a fait Carcassonne, on a fait Lille. Il y en a eu beaucoup de villes comme ça. Lille. Donc il y a du coloriage, il y a des QCM, je vois, mais il y a aussi des textes évidemment. Donc c'est un côté un peu ludique. Est-ce que c'est facile de se lancer dans ce genre de choses Disons que ce qui était le plus dur au début, donc sur Bordeaux, c'est de créer des personnages en fait. D'accord. Donc par rapport aux auteurs, ils avaient une vision c'est ce qu'on appelle la recherche de personnages. Une fois que c'était validé, après on suit. C'est-à-dire que ces personnages se retrouvent à travers cette gamme-là, donc ces personnages se retrouvent. Tu es censé personnaliser le lecteur, enfin. Oui, un petit garçon, une petite fille, voilà, pour que ce soit pluriel. Et donc ça, vous le distinguez de ce que vous voulez faire fondamentalement. Quand je disais que ça c'est un peu alimentaire. C'est pas, même si ça nécessite évidemment un travail énorme, mais c'est pas tellement des thèmes de prédilection sur lesquels vous voudriez travailler. Non, mais en même temps, à la base, j'ai travaillé sur Paris, donc dans le secteur jeunesse. Après mes études, je suis parti donc sur Paris et j'ai travaillé dans ce qu'on appelle vraiment le secteur jeunesse parascolaire. D'accord. Là, on fait tout, c'est-à-dire qu'on dessine tous les sujets. Il faut savoir tout faire, quoi. Des imagiers pour enfants, des dictionnaires pour enfants. Donc là, on traite vraiment tous les sujets. Ce qui est très intéressant, c'est effectivement de trouver d'abord un style pour les petits et surtout leur donner envie d'ouvrir le livre, de lire, et qu'à travers ça, on est obligé de tout dessiner pour le coup, de savoir tout bien faire. Pour le coup. Et là aussi, vous avez des admirations. Vous allez me dire Benjamin Rabier ou je ne sais quoi. Mais non, mais des gens qui vous paraissent faire ce boulot très bien aujourd'hui pour les enfants, pour les jeunes. Je dis ça parce que je suis un grand-père, alors m'intéresse. Il hésite. Je sais pas trop. Moi, j'ai plus eu des coups de cœur sur des vieux ouvrages du début de siècle. Dans cette gamme. Sur la manière dont ils traitaient les choses, le détail en fait, sur la qualité du détail. Alors que maintenant on se rend compte que justement il faut faire très très fluide parce que les enfants se fixent moins, il faut faire quelque chose de plus synthétisé, on va dire, de plus rapide. Oui, il y a des choses. C'est vrai que par exemple, quand on voit tous les dessinateurs de l'association, où vous y allez très qui sont pas du tout. On n'est pas du tout dans le détail là, comme vous faites. Non. On est dans les choses qui sont parfois. Mais les claquements, c'est très bien aussi. J'aime bien faire des choses très 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 diffuses comme ça aussi. Il y a Pierre Déon. Dit Christine, qui on n'entend pas. La hulotte, oui. Alors, on a parce qu'on a vu des planches sur les animaux. On t'entend pas, Christine. Il y a un très joli petit animal qui est sur les visuels qu'on a reçus. Je sais pas si c'est une loutre ou si c'est. Il est sur un fond vert. Un castor, non. Là, franchement, j'ai pas. Donc là, ça. Ça fait penser à ce que fait Pierre Déon, mais lui, il fait que. Voilà, plus. Il faut regarder la hulotte. Très bon dessinateur. La hulotte, oui. Ouais. Et donc, tu voulais poser... Vas-y. Oui, alors pour ce travail notamment de dessin, on va dire animalier, je ne sais pas comment on peut dire ça, ça passe pas cela, hein, mais ce que j'ai vu là, il y avait des planches avec... Oui, alors ça, j'ai travaillé aussi pour Delachaux et Nestlé. D'accord. Qui font donc des beaux ouvrages animaliers, faune, flore, on va dire, essentiellement. Et eux, disons, m'ont contacté donc, pour faire des gammes de livres justement pour enfants. Ils étaient beaucoup dans les productions pour adultes, en fait, où tout est extrêmement détaillé. D'accord. Et là, ils m'ont fait intervenir pour les enfants, que ce soit... il y avait 4 thèmes, on a fait sur la campagne, sur la forêt, sur... Les végétaux, les animaux. Et là, vraiment, c'était des planches. Et là, il fallait que ce soit complètement impeccable. C'est-à-dire que là, on ne peut pas se louper, il fallait qu'on voit bien. J'ai vu au niveau du détail, c'est impressionnant. Ah oui, là, c'est vraiment poussé à l'extrême.
Moi, j'ai juste une dernière question pour ce qui me concerne, mais vous avez l'âge de gens qui ont probablement vécu le succès extraordinaire de la bande dessinée en édition. Oui. Aujourd'hui, il y a des libraires spécialisés, il y a des librairies spécialisées dans la bande dessinée, ce qui n'était pas le cas de mon temps. On lisait Tintin et Spirou, point final, quoi. Et qu'est-ce que vous en dites de ça? Parce que moi, je suis stupéfait. Je suis un gros liseur, un gros lecteur, mais je ne lis pas de bande dessinée, mais je suis stupéfait de l'immensité de cette littérature, d'autant plus que les albums sont en général assez chers et qui marchent fort bien. Et, vous avez vécu ça? Ça vous étonne ou Non, parce que de toute façon, c'est... faut savoir aussi malheureusement que la durée d'un livre en librairie c'est de 15 jours quand même. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. Ça va de pair. Et que maintenant donc ils stockent plus, ils brûlent, donc c'est assez paradoxal entre cette. Ils font des beaux ouvrages. Oui, il y a beaucoup de gens qui font des très belles choses. Il faut savoir que très peu en vivent de ces très belles choses. Oui, c'est ça. C'est le problème, c'est pour avoir un bel ouvrage, si on n'a pas une fortune familiale, en vivre. Alors après, des gens qui ont un nom. Ouais. Quand on parle de Monsieur Sfar, voilà, pour un exemple que tout le monde connaît, qui a fait Gainsbourg, qui a fait tout ça, qui a fait beaucoup de choses, même qui travaille chez Charlie. Il y a des gens, Sarfati, Persépolis, Satrapi, Marjane Satrapi. Qui fait Persépolis. Il y a des gens, oui, qui arrivent à se faire un nom. Mais il y a un iceberg dessous. Vous dites, il y a beaucoup de gens qui, eux, Il y a aussi Larsenet qui fait des choses excellentes sur le retour à la Terre, tout ça. Manu Larsenet qui fait des choses très très belles. Après, vous savez, c'est le hasard, ça plaît pas. Mais l'important, c'est de faire. Je pense que ces gens-là, ils ont la passion. La masse d'édition est incroyable, quoi. Et chacun, je pense que même des gens qui publient... Il faut savoir maintenant qu'un bon livre publié actuellement, à 5000, ça commence à devenir un très bon livre. À 5000 exemplaires. Ce qui paraît ridicule quand même dans le... Mais à 5000, ça commence à devenir intéressant. D'accord. Donc des gens là, ils ont le feu sacré, et je pense que c'est bien qu'il y ait cette sensibilité qui s'exprime, et de mieux en mieux d'ailleurs, parce que c'est des gens qui sortent maintenant dans des écoles comme celle de Strasbourg ou Estienne, qui font une belle jeunesse, qui font des très belles choses. Vous avez été sensible à la polémique sur Angoulême? Quelle polémique? Anti-féministe, quoi, puisque les types qui... Moi, j'ai croisé, connaître, c'est bien grand mot, j'ai croisé Florence Estac à l'époque, il y avait Anne Gotzinger, il y avait... mais cette année, ils ont mis... Claire Bretéché. Ils se sont fait taper sur les doigts à cause de l'absence de femmes. Et maintenant, il y a effectivement, depuis, je pense, une vingtaine d'années, énormément de... Alors, peut-être pas encore des stars, je dirais, mais d'un talent inouï, oui. Les femmes sont arrivées en force dans la bande dessinée et font des très belles choses. Et pourtant, elle n'était pas dans la sélection. Enfin, je crois qu'ils sont revenus un peu là-dessus. Enfin bon, je sais pas si ça vous avait pas suivi particulièrement. Pas trop. Ouais. Cette année, pas trop. Et puis, je pense que chaque auteur a son public. Maintenant, que ce soit choisi par un prix ou pas, l'important, c'est le lecteur qui s'y retrouve. La sensibilité, oui, mais il y en a plein actuellement là, de femmes qui font des choses... Enfin, je vois les visuels, je ne sais pas forcément tous les noms, parce que, comme vous dites, il y en a beaucoup. Ça se télescope, maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de noms qui apparaissent, et on a du mal, disons, à tout souvenir. C'est un peu le problème aussi. Eh ben, pour terminer, est-ce que j'imagine que la vie aussi d'un dessinateur, c'est faire des salons régulièrement? Vous en faites tout le temps, enfin beaucoup. C'est là où vous allez à la rencontre d'un public qui vous connaît ou d'un public qui vous connaît pas d'ailleurs. C'est pas un peu épuisant de passer son temps dans ces salons pour se faire connaître? Non, parce que je peux vous dire une chose, c'est que depuis, on va dire, une dizaine d'années, je suis très très centré sur ce que je fais, et ce qui fait que j'ai un petit peu mis de côté tout ce qui est salon, et puis j'étais en Angoulême l'an dernier, encore que je suis passé assez rapidement, mais pour l'instant je me concentre sur le travail qu'il y a à faire, plus que peut-être quand j'aurai un nom réellement. Ça va venir, parce qu'avec notre gigantesque audience à Canal Echo, c'est pour ça que je suis là. Vous voulez ajouter un truc d'ailleurs à ce propos sur votre gigantesque audience, pour vous adresser à cette gigantesque audience. S'il y a des créatifs dans le périmètre qui continuent à avoir la foi en ce qu'ils font. Où est-ce qu'on peut voir tous vos travaux?
Parce qu'un truc bête, hein, oui, mais voilà, par exemple, je veux savoir ce qu'a fait Jean-Yves Masson sur Internet, je trouve pas forcément facilement. D'accord. C'est pour ça que vous n'avez pas trouvé. D'accord. D'accord. Ouais. Donc, bon, en tout cas, on va mettre quelques visuels et puis voilà. Après, et donc, merci beaucoup, en tout cas. On vous remercie et puis on aura peut-être sans doute l'occasion de se recroiser dans la ville de Cyrano. Oui, parce que je pense que cette ville, si le livre se fait, oui, on en parlera. Très bien. Sur Bergerac. D'accord. Qui est une ville fascinante. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Ah oui. merci. Au revoir.